Bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, je ne suis ni chez moi ni à mon bureau. Je ne suis pas à Los Angeles, je suis à Tokyo qui se trouve au Japon, avec mes deux petits-fils avec qui nous sommes venus ici pour 10 jours de voyage avant qu'ils ne reprennent l'école. Donc nous avons volé environ 11 heures de Los Angeles à Tokyo. Et pendant ce temps, il s'est passé plein de choses. Le téléphone, bien sûr, est allumé, Internet fonctionne, donc j'ai eu envie de commenter ces événements. Voici notre hôtel où nous allons passer les 4 premiers jours. Ensuite, nous irons à Kyoto, Asaki, Fuji et d'autres endroits similaires. Bon, d'accord, commençons. Nous sommes tellement habitués à la lutte constante entre la gauche et la droite que nous avons déjà oublié à quoi ressemblent les projets de loi soutenus par les deux partis. Au milieu de la guerre constante entre le démocrate et Trump, des projets communs bipartisans ont soudainement commencé à être discutés au Congrès. Eh bien, ou appelons-les des projets non partisans. Il y en a eu 2, puis, je crois, encore un, donc déjà 3 projets qui sont liés à la Chine, qui, disons, sont une sorte d'union de démocrates modérés, qui ne sont ni trop fous, ni globalistes, ni communistes, et qui sont soutenus par pratiquement tout le spectre du Parti républicain. Évidemment, chez les républicains aussi, il y a leurs extrémistes. Certains qui crient trop fort d'un côté, d'autres qui disent que ce n'est pas assez de l'autre. Eh bien, comme d'habitude. Oui, je précise, ce n'est pas le premier projet de ce genre. Parce que tout récemment, Leslie Graham avec le sénateur Blumenthal ont préparé un projet auquel on a participé. 86 sénateurs sur 100 se sont maintenant joints, passant de 85 à 86. C'est pratiquement du jamais vu. Et le projet de loi sur les amendes pour les pays et les entreprises qui aident la Russie à détruire l'Ukraine. Et pourtant, malgré la brutalité, la haine même pour ainsi dire, les pierres dans les rues, les voitures incendiées, les Tesla et les attaques contre la police, les membres du Congrès se sont unis dans cette, pour ainsi dire, exigence de freiner la Chine. L'union s'est produite à cause des méthodes absolument barbares par lesquelles la Chine brise les minorités ethniques en Chine. Comment y traite-t-on toute dissidence avec les menaces constantes de la Chine de s'emparer de Taïwan ? C'est-à-dire que la Chine est passée d'un des pays les plus relativement pacifiques en réalité. L'histoire de la Chine est marquée par de constantes attaques contre elle, alors qu'elle-même n'a presque jamais attaqué les autres pays. Et pourtant, ils sont devenus l'un des pires violateurs des droits de l'homme sur la planète. De plus, la rhétorique de la Chine a changé ces dernières années, et inclut désormais des appels à soumettre le monde entier, ce que la Chine n'a jamais eu l'intention de faire, ni tenté de faire au cours de toute son histoire. D'ailleurs, peut-être qu'ils en avaient l'intention, mais n'ont jamais essayé. Mais en réalité, un Chinois et un communiste chinois, ce sont deux choses très différentes. 2 projets de loi sont prêts et un 3e est en cours de préparation. Cela aide bien sûr Donald Trump dans ses efforts économiques, dans sa lutte économique, j'ai même envie de dire, dans ce combat, ce combat peut-être qu'on peut l'appeler ainsi, cette lutte, ce combat. L'horreur avec la Chine. En effet, Donald Trump a encerclé la Chine avec ses partenaires, que nous allons protéger, c'est-à-dire la Corée du Sud, le Japon, les Philippines, le Vietnam, l'Australie, avec lesquels les Chinois essaient vraiment de nous brouiller. Le plus douloureux pour la Chine est probablement l'Inde. Avec le Pakistan aussi, tout est devenu plus compliqué pour la Chine, notamment parce que nous les avons forcés à signer un traité de paix avec l'Inde, alors que la Chine les encourageait à faire la guerre. Eh bien, pour des raisons qui leur sont compréhensibles. Un autre point de convergence entre les intérêts des démocrates et des républicains, c'est l'achat par la Chine de terres agricoles aux États-Unis. Et souvent, ces achats se font à proximité de nos bases militaires et de divers centres technologiques. Et nous soupçonnons que ce n'est pas un hasard. La Chine mène activement des activités de renseignement, ce qu'on appelle chez nous de l'espionnage, y compris le vol de technologie, des cyberattaques contre les infrastructures, la surveillance des recherches universitaires, des institutions scientifiques et ainsi de suite.
Je crois qu'on fait pareil. Le 12A, Trump a fixé la date de la décision. Et nous avons une chance de parvenir à un accord. Ou bien faut-il ignorer la position de la Chine, imposer nos propres droits de douane et sanctions. Pour l'instant, nous attendons 90 jours. C'est dans 90 jours. Cela se termine le 12 août. Pour l'instant, nous avons réduit nos droits de douane pour ces 90 jours. Eh bien, là-bas, c'est beaucoup, de 135 à 30%, et la Chine a réduit ses droits de douane, qu'elle a annoncé, de 125 à 10%. Donc cette période se termine le 12 août. Néanmoins, un certain nombre de produits chinois sont soumis à des droits de douane spéciaux. Prenons l'exemple des voitures électriques. Nous savons qu'il existe d'importantes subventions pour ces véhicules. C'est pourquoi, pour ainsi dire, 102,5%, les panneaux solaires 50%, les puces chinoises 50%, et ainsi de suite. Les États-Unis ont temporairement assoupli le contrôle des exportations vers la Chine. Ils ont autorisé l'exportation depuis chez nous et vers chez eux. Les puces intelligence artificielle, donc les puces avec intelligence artificielle. Ce qui a été en réalité très douloureux pour la Chine. La tentative de la Chine de faire chanter les États-Unis avec les terres rares. Eh bien, bien sûr, cela existe sérieusement, mais chaque jour, on peut dire que ce danger diminue. Parce que, tout d'abord, nous nous sommes mis d'accord avec le Congo, lorsque nous avons conclu un traité de paix. Nous avons aidé là-bas, je me suis mis d'accord avec eux, ils ont combattu pendant 30 ans là-bas contre le Rwanda. Elle s'appelle DA, au Congo. Il y a, à mon avis, de toute la gamme de minéraux dont nous avons besoin. En Ukraine aussi, il y a tous les minéraux dont nous avons besoin. Mais là-bas, les partis ne veulent tout simplement pas mettre fin à la guerre, juste en s'arrêtant. Et donc, en général, on ne sait pas quand ces minéraux seront disponibles. La Chine avait plusieurs idées sur la façon dont la lutte de Donald Trump contre le reste du monde pourrait évoluer. Ils espéraient que le Japon n'accepterait pas les conditions commerciales, que l'Inde serait un partenaire, disons, plus difficile. Les négociations allaient endurer des années. L'essentiel, c'est qu'ils étaient convaincus que l'Union européenne, à cause de sa structure interne, avec ses 27, j'ai soudain oublié, combien 30 pays. Oh, waouh, ils ne pourront pas s'entendre avec Trump. Aux yeux de beaucoup, cela aurait été une trahison des intérêts de l'Europe. En plus, se rendre au bandit Trump, c'était horrible. Comme nous le savons, l'Inde, le Japon, l'Union européenne ont été parmi les premiers signataires, et la Grande-Bretagne aussi, donc ce qui se passait depuis des décennies leur était bénéfique. Mais quand il s'est agi d'insister et de se battre pour quelque chose qui n'était clairement pas avantageux pour les États-Unis et d'avoir une guerre commerciale avec Trump, ils ont décidé qu'il valait mieux une mauvaise paix qu'une excellente guerre. C'est donc une guerre d'usure, bien sûr économique, je ne parle pas de canons, de missiles et autres. Ils ont obtenu des États-Unis prêts à continuer de les protéger contre cette même Russie et ce même Chine. Autrement dit, en concluant un accord commercial, ils bénéficient également de notre parapluie, comme on dit. Et maintenant, examinons les conflits mondiaux. Il y a actuellement 3 superpuissances mondiales, chacune pouvant influencer la vie sur toute la planète à sa façon. Il s'agit de la Chine, de la Russie et des États-Unis. Il y a aussi la Turquie, mais elle n'a pas encore atteint le statut d'acteur à l'échelle planétaire. Il y a l'Inde avec 1,5 milliard d'habitants, peut-être même un peu plus à mon avis. Mais pour l'instant, il ne dépasse pas le statut de puissance régionale. D'ailleurs, ce n'est pas toujours le plus costaud, le plus musclé qui l'emporte. En général, c'est le plus malin, le plus intelligent, le plus prévoyant, celui qui sait élaborer des plans, qui gagne. Pour l'instant, en Turquie et en Inde, nous ne voyons pas encore ce fameux malin. Bien qu'on dise que Erdogan est le leader là-bas, il fait parfois de graves erreurs. Je vais expliquer ce que je veux dire, non par erreur, mais en tant que leader sérieux. Disons qu'à l'époque de l'Union des républiques socialistes, soviétiques, un génie est apparu. Appelez-le un génie du mal, mais un génie quand même. Yossif Djougachvili, surnommé Staline. À cette époque, les surnoms étaient à la mode là-bas. Molotov, Kamenev, Staline. À cette époque, l'Union des républiques socialistes soviétiques était l'une des principales puissances mondiales avec les États-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre. Staline a élaboré un plan pour forcer les États-Unis et l'Angleterre à aider l'Union des républiques socialistes soviétiques à conquérir le monde. Par la suite, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.
Je vais vous révéler un secret. Cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Soudainement, les États-Unis ont acquis la bombe atomique et ont démontré son fonctionnement. Mais il faut encore y arriver, là. Parlons d'abord des choses qui se sont passées avant. Donc le plan de Staline avait un objectif simple, la conquête de toute l'Europe. Et ensuite, comme on dit, on verrait bien. Mais entrer en Europe, envoyer des troupes, oui, cela signifiait une confrontation avec l'Angleterre et les États-Unis. Et que fallait-il faire ? C'est là que le génie de Staline s'est manifesté. D'abord, il a eu l'idée de créer un leader fanatique dans l'un des grands pays européens, et l'Allemagne s'est avérée être le meilleur candidat. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une poudrière là-bas. Le peuple n'aimait pas du tout ce qui se passait après la Première Guerre mondiale. En Allemagne, qui s'était rendue après la Première Guerre mondiale, les vainqueurs de l'Entente avaient interdit de construire une armée, interdit l'accès à la mer et coupé toute possibilité de s'enrichir grâce aux colonies. Et la population, souffrant de cela et encore attisée par divers, disons, acteurs politiques, voulait une revanche. Vous avez entendu parler de cela ? Oui, les revanchards. Voilà, dans le pays d'Allemagne, 3 blocs se sont formés. Les démocrates chrétiens, les communistes et les socialistes de tendance nationaliste. Il y avait ces nazis, les socialistes nationaux, qui étaient très agressifs et réclamaient une revanche. Et donc, ils voulaient imposer leur vérité par la force, comme d'habitude. En effet, l'entente les a privés d'une vie confortable, les a blessés et séparés de Marie. Et donc, ils avaient vraiment des raisons d'être offensés. Ils peuvent être considérés responsables de la Première Guerre mondiale, mais c'est une question assez controversée. Lors des élections au Bundestag, aucune de ces 3 forces politiques n'a obtenu 51%. Et tout le monde était convaincu que les nazis, les nationaux socialistes en tête, ne pourraient pas former de gouvernement, parce qu'ils ne pourraient pas atteindre 51%, et que les communistes et les démocrates chrétiens allaient s'unir. Mais l'arrivée de Staline, donc, a changé certaines choses. C'est-à-dire, l'ordre de Staline, je dirais même, a changé quelque chose, lui. Staline a alors interdit, pour ainsi dire. L'Union des républiques socialistes soviétiques était en quelque sorte le leader et le maître de toute cette internationale communiste, et Staline pouvait se permettre de diriger tous les partis communistes de la planète. Parce qu'il leur versait aussi, comme on dit, de l'argent, leur donnait et les aidait aussi dans divers assassinats. Ainsi, sur ordre de Staline, les communistes ont quitté la coalition, et Hitler est devenu Premier ministre de l'Allemagne. Quelle est la prochaine étape ? Staline soutenait la volonté de l'Allemagne de reconquérir toutes les terres perdues en fournissant à Hitler des ressources énergétiques, des métaux et tout ce qui manquait à l'Allemagne. D'ailleurs, Staline savait que sans lui, les chars et les avions allemands ne fonctionneraient pas et que de nouveaux chars et avions ne seraient pas produits. L'étape suivante consistait à tromper l'ancienne entente en faisant croire que l'Union des républiques socialistes soviétiques était très faible, que Hitler pouvait facilement conquérir tout le pays. On a organisé une mise en scène appelée le fiasco finlandais, où des soldats soviétiques désarmés se jetaient sous les balles des Finlandais, créant ainsi l'impression que l'Union des républiques socialistes soviétiques était faible, qu'elle ne disposait pas d'assez d'armes ni de soldats entraînés. Les États-Unis et l'Angleterre ont vraiment pris peur, d'ailleurs ils ont eu très peur, parce que pour eux, il était absolument inacceptable que Hitler, en conquérant l'Union des républiques socialistes soviétiques, obtienne des ressources énergétiques et des soldats de Sibérie. Et l'Occident a commencé à courtiser Staline de toutes les manières possibles pour que l'Union des républiques socialistes soviétiques entre en guerre contre l'Allemagne. Staline a préparé 2 millions de soldats, dont 1 million étaient ces fameux « prêts pour le travail et la défense des jeunes », « prêts pour le travail et la défense » signifiant « prêts pour le travail et la défense », principalement pour la défense. Ils savaient tirer, les jeunes commençaient à sauter en parachute, à creuser des tranchées, à partir à l'assaut, etc. Et il a créé une énorme quantité d'armement, mais il le faisait discrètement dans des usines dont l'Occident n'avait absolument aucune connaissance.
Donc, Staline a informé Churchill et Roosevelt que l'Union des républiques moyennes socialistes soviétiques n'avait pas de ressources, et alors des armes, de l'acier, de la nourriture, des camions ont afflué dans le pays, tout cela uniquement pour empêcher l'Allemagne de s'emparer du territoire de l'Union soviétique. Aujourd'hui, la terreur face à l'alliance sino-russe est similaire, comme si c'était la fin. Avec l'aide américaine, l'Union des républiques socialistes soviétiques a gagné la guerre, a pris Berlin et a commencé à se préparer à s'emparer du reste de l'Europe. Comment l'imprévu s'est-il produit ? Les États-Unis ont montré qu'ils pouvaient atteindre Iosif Staline dans n'importe quel abri anti-bombes à Moscou, en utilisant la bombe atomique. Après la première à Hiroshima, Staline est resté pétrifié. Après la seconde à Nagasaki, il a annulé l'opération offensive des troupes soviétiques en Europe. Autrement dit, même un génie peut être maîtrisé, mais pas toujours. Gengis Khan, Attila et Napoléon étaient certainement des génies. Dans un autre domaine, il y avait Archimède, Aristote, Galilée, Einstein et probablement la personne la plus importante pour le développement de notre civilisation, un homme nommé Isaac Newton. Ils étaient tous des génies. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle avoir une chance incroyable. Comme on disait autrefois dans ma jeunesse à Leningrad à propos d'un ticket de tramway. Nous avons eu un génie comme président, mais nous avons eu 2 fois plus de chance. Il ne veut pas devenir l'empereur du monde, il veut devenir le meilleur président de l'histoire des États-Unis. Comme je vous l'ai dit, nous avons été chanceux. Donald J. n'aime pas quand les gens s'entretuent. Il n'aime pas ça, mais j'ignore pourquoi. Théoriquement, les politiciens s'en fichent généralement, mais pour une raison quelconque, celui-ci n'aime pas ça. C'est pourquoi il a commencé à introduire de nouvelles règles pour résoudre les conflits. Pas avec des pierres et des gourdins, comme de Caïn à Abel jusqu'à nos jours, mais par des pressions économiques. Donc, si tu tues des gens, je ne te laisserai pas accéder au marché américain, c'est-à-dire enfin à notre marché. Et soudain, l'Inde et le Pakistan ont arrêté de se battre, le Congo, la Thaïlande ont cessé de se battre avec le Cambodge. Parce qu'une certaine personne à Washington a dit que s'ils continueront à se battre, ils ne les laisseraient pas accéder au marché américain. C'est un peu absurde, n'est-ce pas ? Et ils se sont réveillés en sueur froide après son message. Papa Donald va scier la branche sur laquelle ils sont tous assis. Ils ont immédiatement réagi en disant qu'ils avaient déjà envie de tirer, mais on peut aussi choisir de ne pas le faire. Ceux qui fabriquent et vendent des armes nous ont montés les uns contre les autres. Eh bien, si on ne nous laisse pas accéder au plus gros gâteau, alors on ne fera pas la guerre. Et quelle est cette étrange punition ? Cela signifie nous interdire l'accès au marché américain. Et alors, les États-Unis ne représentent que 4% de la population mondiale, ce n'est pas énorme. C'est tout simple. Quoi qu'en disent les détracteurs, les États-Unis ne produisent rien. Il n'y a pas de bons produits aux États-Unis et ainsi de suite. Mais vous savez ce qui ne ment généralement pas ? Les statistiques. On peut les présenter différemment, mais elles ne mentent pas. 4% de la population mondiale vit aux États-Unis d'Amérique. Théoriquement, nous devrions recevoir environ 4% du chiffre d'affaires mondial. Un nombre indéfini, mais pas 5, 3 ou 6. Près d'un quart de l'argent mondial, soit 24%, finit par atterrir aux États-Unis. Tout le monde veut nous vendre quelque chose, mais nous ne produisons rien. Quelle idiotie de toujours vouloir nous acheter quelque chose. 24% de tout l'argent qui circule sur la planète. Et ensuite tout le monde se précipite ici pour nous vendre quelque chose. C'est ça. Pourquoi ? Parce que nous avons plein d'argent. 24% de tout l'argent de la planète se trouve chez nous. De plus, nos dépenses dépassent nos revenus. Nous commençons aussi à lutter contre cela. Et si les Américains disent « n'y allez plus, ne vendez plus ici », où vont-ils mettre leurs marchandises ? Où vont-ils gagner de l'argent ? Comment vont-ils acheter une belle vie ? Je parle des politiciens, des dirigeants, etc. Mais vous allez dire qu'en Chine, il y a 5 fois plus de population ? La Chine a une population 5 fois plus grande que celle des États-Unis, ce qui en fait un marché 5 fois plus important en termes de population. Non, messieurs! Regardez, voilà le problème. Comparons 3 forces, celles dont nous avons parlé. Le plus grand territoire du monde avec toutes les ressources minérales, c'est la Russie.
Le plus grand complexe industriel du monde, avec 1,5 milliard d'habitants travailleurs et respectueux des lois, c'est la Chine. Et 350 millions d'Américains, dont la moitié sont des Noirs, des Latinos, venus on ne sait d'où. Et des immigrés pas très instruits, à la recherche d'une vie meilleure, mais qui ne savent pas encore comment la gagner. Alors pourquoi le marché américain ? Pourquoi le marché américain est-il le principal marché de la planète ? Parce que le pouvoir d'achat d'un habitant des États-Unis est des dizaines de fois, au moins des dizaines de fois, supérieur à celui d'un Russe ou d'un Chinois. Commençons par la Russie. On dit qu'il n'y a pas d'industrie en Russie, ce n'est pas vrai. Les Russes ne vont pas se coucher affamés et ne portent pas de haillons. C'est-à-dire que la Russie vend quelque chose et vit grâce à ses revenus. Donc, le problème de la Russie, c'est qu'elle se tient sur une seule jambe, et cette jambe s'appelle les ressources minérales. Et la Russie dépend entièrement des fluctuations du prix de ces mêmes ressources minérales. Plus il y a de guerres et de conflits sur la planète, plus le prix des ressources minérales augmente. Mais s'il y a une guerre mondiale, on achète moins de ressources énergétiques, et même si le prix est élevé, les revenus diminuent. C'est-à-dire que la Russie veut donc constamment des foyers de tension partout dans le monde, et les crée bien sûr, mais elle ne veut pas de guerre mondiale. Il était facile d'arrêter la Russie en réduisant les prix des ressources énergétiques ou en lui fermant l'accès à certains marchés. C'est pourquoi la Russie dépend tellement de ses acheteurs, comme la Chine par exemple, et craint autant la concurrence comme celle des États-Unis, des Saoudiens et d'autres. Il n'y a pas de diversification de la production en Russie. De plus, tous ceux qui travaillent dans le secteur des ressources minérales, en réalité, ce sont les seules personnes qui sont capables d'acheter quelque chose à l'étranger. Et tous ceux qui ne travailleront pas dans ce secteur n'ont pas les moyens d'acheter des produits étrangers. Les 3/4 de la Russie n'ont pas les moyens d'acheter quoi que ce soit, à part des produits russes de mauvaise qualité et primitifs. Je sais qu'on va me critiquer en disant que la Russie produit des biens élaborés, mais informez-vous sur ce qu'elle a volé pour y arriver. Tout ce qu'elle prétend faire elle-même n'est que de la production artisanale. La vaste Russie, avec ses 140 millions d'habitants, est un marché plusieurs fois plus petit que la Californie avec ses 40 millions d'habitants. Et c'est un marché peu fiable. Parce que demain, les prix du gaz et du pétrole peuvent chuter et la Russie ne pourra plus rien acheter à personne. La Chine, au contraire, produit tout, absolument tout, mais ne possède pas de ressources naturelles propres. Mais la Chine a aussi un petit problème. Ce pays est un immense camp de concentration avec une puissante production. Mais les prisonniers ne peuvent absolument rien acheter. Non, ils n'ont rien pour le faire, ni à eux ni à qui que ce soit d'autre. La Chine dépend des ventes à l'étranger et les États-Unis et l'Europe, je dirais, mais c'est pareil partout. Autrement dit, non, la Chine va s'effondrer. Il tient aussi sur une jambe avec une nouveauté par rapport à la Russie. Oui, peut-être qu'il est un peu mieux positionné que la Russie, mais le principe est le même. Seuls ceux qui profitent à la direction de l'État se développent. Pour la population, c'est simplement une question de survie, où, en plus du pain, il y a peut-être maintenant quelques divertissements supplémentaires, mais il n'y a aucune perspective d'avenir. Alors pourquoi se donner du mal ? Là-bas, personne ne fait d'efforts. Les esclaves travaillent toujours. C'est bien pire Que ceux qui sont intéressés par les résultats de leur travail. Eh bien, et Chat, en quoi Chat est-il différent ? C'est le chaos total, oui. Chacun fait ce qu'il veut, achète à qui il veut, vend à qui il veut, fixe lui-même les prix. Et quand ça marche, il gagne. Et quand ça ne marche pas, il fait faillite et se ruine lui-même. Pour lui-même le plus, et pour lui-même aussi le moins. Bien sûr, ce n'est pas du tout un marché libre. Mesdames et messieurs, le gouvernement socialiste vole autant qu'il peut et comme il peut. 50% sont prélevés sur les revenus, puis encore 5 à 10% comme taxes sur les ventes, puis encore 5 à 10% sous forme de divers impôts sur la propriété, pour lesquels nous avons déjà payé. Des impôts, puis des taxes pour les routes, pour les écoles, pour l'essence. Et pour... l'aide au Cambodge. Pourquoi ? Les partis démocrates et républicains transfèrent de l'argent à l'étranger, facilitant ainsi le vol de nos ressources selon l'interlocuteur.
Mais sachant cela, même en donnant de la moitié à 70% de notre salaire à un oncle affamé et avide, qu'on appelle les États-Unis ou le Congrès ou le gouvernement, nous arrivons à produire tout en quantité incroyable, d'une qualité exceptionnelle et à un prix raisonnable. Et tellement que 24% de tout le flux monétaire de la planète vient à nous pour acheter cela chez nous. Personne ne les force, personne ne leur met, comme on dit, un pistolet sur la tempe. Pour saper notre économie, ceux à l'extérieur ne pourront rien faire, ils ne peuvent que. Selon le locuteur, Obama, Hillary, Biden et leurs semblables ont fait exploser le système de l'intérieur. Peut-être pas intentionnellement, mais la gestion centralisée mène toujours à l'effondrement de l'économie. Il n'y a pas d'autre issue, mesdames et messieurs. Et maintenant, à la tête des États-Unis, il y a un génie qui s'est donné pour mission de rendre la liberté et le libre marché à l'Amérique. Ce qui rendra le pays incroyablement riche, beaucoup moins criminel et véritablement créatif. Je comprends, cela peut sembler inattendu, n'est-ce pas? En fait, ce qui commence déjà à se dessiner dans les contours de notre futur Seigneur, et après 6 mois de règne de Trump, cela a déjà commencé à se voir. C'est une explosion. Une explosion de créativité, une explosion d'expérience, de nouvelles technologies, des réalisations incroyables dont on n'aurait même pas rêvé hier. La seule chose qui peut nous arrêter, c'est une guerre nucléaire. Et Donald Trump enseigne au monde comment résoudre les différends et les problèmes sans brandir d'armes et sans impliquer la population. Entranze. Des offenses, de la haine, du désir de punir quelqu'un de terriblement mauvais, qui est lui aussi nourri dans son pays, dans son gouvernement, de haine et de ressentiment. Trump nous enseigne comme à de petits enfants, comme à des ignorants coincés dans leur état reptilien. Vu notre âge, il serait temps de passer dans les classes supérieures ou à l'université. Notre physique a pris de l'avance et a créé des moyens de détruire la population de toute la planète, mais notre conscience sociale est restée au niveau de l'homme des cavernes. Autrefois, Karl Marx, suivi par Lénine, ont créé un modèle d'État appelé communofascisme, tandis que Thomas Paine, Jefferson, Franklin, Adams et d'autres ont créé un modèle de société semi-libre avec un marché semi-libre. Et en conséquence, les États-Unis et l'Europe de l'Ouest sont apparus sous la forme que nous leur connaissons aujourd'hui. Et maintenant, donc, après que Andrew Joseph Galambous ait fait ses découvertes, et pour ainsi dire, en termes d'importance. De mon point de vue, ce n'est pas moins que Marx, pas moins que Thomas Paine. Je ne dis pas que Marx, c'est bien, j'ai déjà dit que les génies peuvent être maléfiques, et tout ça, mais ce sont des génies. Donc, après qu'Andrew Joseph Galambous ait créé un modèle théorique, et Trump, je ne sais pas s'il connaît Galambous ou pas, mais il construit un État non pas de capitalisme partiel, mais de capitalisme total, tout en essayant d'empêcher les enfants qui jouent trop de commettre un suicide nucléaire ou autre pour qu'ils arrêtent de de jouer avec des allumettes. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre, messieurs, que nous sommes témoins de quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ce n'est pas une lutte pour la suprématie du mode de vie américain ou pour la supériorité économique, c'est une véritable refonte du monde, une refonte de la conscience mondiale. D'abord, il y a eu la pensée, puis la parole, et enfin ce qu'on appelle l'action, qui a mené à la conscience. C'est-à-dire que ce qui était pour les Allemands avec Karl Marx en Allemagne, pour les Britanniques avec Thomas Paine aux États-Unis, est maintenant un revirement total pour les Américains, des ongles jusqu'aux moustaches, avec Donald Trump. C'est un changement absolument historique dans l'approche de la coexistence des personnes, des États, des groupes, des sociétés et ainsi de suite. Et maintenant, mesdames et messieurs, que vous le remarquiez ou non, le monde change. Et ce changement restera pour des siècles. Et cela déterminera le cours de l'histoire de notre civilisation. J'espère vraiment que Trump réussira.
non seulement à terminer son mandat, mais aussi à faire élire pour le prochain mandat quelqu'un qui continuera son œuvre. Parce que j'ai peur que 2 ou 3 ans ne suffiront pas pour cela. Pourquoi ai-je dit 2 ? Après, avec le début des élections présidentielles, tout se complique considérablement, mais j'espère vraiment que dans les 7 prochaines années, nous pourrons non seulement corriger les erreurs, et colmater les brèches qui ont été faites par les Clinton, Obama, Biden et ainsi de suite, mais aussi inverser le cours de l'histoire, les aiguilles de l'histoire, je ne sais pas comment le dire plus précisément. Parce qu'on voit déjà maintenant dans quelle direction nous sommes partis, et c'est étonnant, inattendu et impressionnant.